Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui à chaque épisode vous fait découvrir un roman avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Michel Bussy. Bonjour Michel. Bonjour. Michel Bussy, vous êtes romancier, auteur d'une vingtaine de romans dont Nymphéa Noir, polar le plus primé en 2011 et Un avion sans aile, lauréat du prix Maison de la Presse en 2012. Vous êtes un des maîtres français du polar, vous avez vendu plus de 12 millions de livres qu'on peut trouver dans 38 pays. Et si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour votre dernier roman, Mon cœur a déménagé, publié aux Presses de la Cité. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, Mon cœur a déménagé commence en 1983. Ophélie a 7 ans et sa mère meurt sous les coups de son père. Elle, qui pense avoir tout vu, tout entendu, considère qu'il y a un deuxième coupable, Monsieur Vidame, l'homme en charge de la tutelle de sa mère. Elle en est convaincue, Vidame aurait pu la sauver mais ne l'a pas fait. À la suite du drame, Ophélie est placée en foyer d'accueil et dès lors, elle n'aura plus qu'un but, retrouver les témoins des dernières minutes de sa mère, assembler les pièces du puzzle et assouvir à tout prix son besoin de vengeance. Mon cœur a déménagé, c'est évidemment un polar très efficace qu'on a du mal à lâcher, mais c'est aussi un roman qui aborde des sujets clés. Le texte questionne la notion de pardon et la difficulté à avancer lorsque celui-ci n'est pas accordé. Il met en scène le poids du passé comme un élément central de nos vies et appréhende le désir de revanche comme une force motrice. Enfin, le texte a cette singularité de mettre en scène les autres victimes des féminicides dont on parle peu, à savoir les enfants. Alors, Michel Bussy, pourquoi avoir choisi ce titre ? Mon cœur a déménagé. Alors, les titres, c'est toujours un petit peu compliqué. Moi, j'ai une particularité dans mes romans, c'est qu'ils sont souvent tirés d'extraits de chansons, soit d'un titre de chanson, soit le plus souvent d'un extrait d'une chanson. Alors, parfois, je ne l'ai pas tout de suite et ça peut devenir assez compliqué et ça peut même se décider au dernier moment. Et parfois, ça vient très vite, presque en amont du roman. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce titre, Mon cœur a déménagé, je l'avais pratiquement avant d'écrire cette histoire. Alors, pour plusieurs raisons. Maintenant que j'ai cette habitude de tirer des titres d'extraits de chansons, quand j'écoute une chanson, parfois je me dis, tiens, cette petite phrase, ce petit morceau pourrait faire un bon titre. Et c'était le cas, par exemple, de cette petite expression, Mon cœur a déménagé, que je trouvais assez jolie, voilà, glissée au cœur d'une chanson. Et puis, évidemment, cet extrait, Mon cœur a déménagé, est extrait de Si Maman Si, donc la chanson de France Gall, écrite par Michel Berger. Et évidemment, quand j'ai composé cette histoire qui racontait, comme vous l'avez rappelé, le féminicide, c'est-à-dire Follette, qui dans ce roman s'adresse beaucoup à sa maman, même si elle est partie au ciel, comme elle le dit, elle s'adresse beaucoup à elle, donc on a presque l'impression que c'est France Gall qui interpelle sa maman, comme dans cette chanson, Si Maman Si, tu voyais ma vie. Donc on voit que dans cette chanson, en plus, on se rend compte que France Gall est assez perdue, qu'elle se sent assez mal dans sa peau, et du coup elle interpelle sa mère, qui vraisemblablement n'est plus là, puisqu'elle ne peut plus voir sa vie. Et donc voilà, donc il y avait beaucoup de parallèles entre Follette et cette chanson-là, et donc presque le roman aurait pu s'appeler Si Maman Si, peut-être, mais c'était un peu trop évident. Et donc Mon cœur a déménagé, c'était à la fois un très joli titre, à la fois ça donnait un petit mystère parce que il y a certains qui identifient tout de suite la chanson, d'autres non. Et puis Mon cœur a déménagé, ça voulait aussi dire évidemment que le cœur de mon héroïne, Ophélie, déménage, puisqu'elle grandit dans une cité au Château Blanc, et puis elle va être placée en foyer d'accueil. Et donc, moi, j'aimais bien cette image du cœur qui déménage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend cette petite fille de 7 ans et on va l'emmener dans un foyer d'accueil. Et donc, évidemment, on imagine, j'espère, moi, c'est des scènes que j'ai beaucoup aimé écrire, l'arrivée de cette petite fille de 7 ans dans un univers qu'elle ne connaît pas. Elle va être logée dans un dortoir avec d'autres enfants, d'autres adultes qui s'occupent d'elle. Donc, c'est évidemment une espèce de traumatisme incroyable. Et pourtant, elle va se construire dans ce foyer et puis elle va passer de très bons moments, comme le passent aussi ces enfants de foyers qui sont placés. Pourquoi est-ce que vous avez voulu parler des féminicides et des violences faites aux femmes ?
Alors, en fait, c'est venu déjà de cette envie, d'une double envie. Il y avait déjà l'envie de raconter cette enfance malheureuse, cette enfance placée. Moi, dans mon environnement, j'ai beaucoup d'éducateurs, de travailleurs sociaux, notamment des travailleurs qui ont travaillé dans ces foyers d'enfance. Hein, on dit aujourd'hui des MECS, des maisons d'enfance à caractère social, donc qui généralement accueillent des enfants placés. Alors, donc, je voulais parler un petit peu de cet environnement-là. Ces récits, on va dire, de l'enfance malheureuse, ils sont une tradition dans la littérature, hein, qu'on pense à Dickens, à Hector Malot, ou même à Cosette dans Les Misérables. Enfin, il y a quelque chose qui est toujours assez fort de parler de cette innocence des enfants qui va être confrontée à la réalité sociale ou à la réalité de la violence du monde. Et puis aussi, il y avait quelque chose de très particulier que moi, comme je disais, j'ai été assez confronté, notamment, j'ai fait beaucoup de centres de vacances quand j'étais plus jeune, j'ai dirigé les centres de vacances, souvent avec des enfants de foyer, donc même si c'est un petit peu lointain, j'ai quand même beaucoup fréquenté ces enfants qui ont toujours quelque chose d'extrêmement émouvant. Et puis, l'autre point, c'est quand même le récit de vengeance. C'est un grand classique de la littérature en général et du polar en particulier. On pense tout de suite à Monte Cristo, mais en fait, mon récit ressemble pas tant que ça à Monte Cristo parce que dans Monte Cristo, on connaît tout de suite les méchants, donc il y a quelque chose d'assez linéaire dans la trajectoire. Et finalement, je me réfère plus à des histoires où la vengeance est beaucoup plus ambiguë. Et je pense en particulier à L'été meurtrier de Sébastien Japrisot, où l'héroïne, qui s'appelle Eliane, qui est surnommée Elle, certains ont lu le livre, d'autres ont vu le film avec Adjani, mais on est un peu dans la même chose, c'est-à-dire qu'on a une petite fille qui va être témoin effectivement d'actes graves et qui, pour venger ses parents, va endosser une autre identité. Donc il y avait cette envie de créer une héroïne très forte, pour lesquels on a beaucoup d'empathie, mais qui a aussi une très forte ambiguïté parce que son moteur, c'est la vengeance à tout prix, quitte à mentir à ses propres amis, quitte à sacrifier des gens qui n'ont rien demandé, parce que sa vengeance est son mobile principal. Mais justement, Ophélie consacre toute son énergie de manière frénétique à sa vengeance contre Vidame. Et à un moment, sa meilleure amie Nina, qui la soutient depuis qu'elles se connaissent, lui dit « Accepte la vérité, tu n'as personne à détester ». Qu'est-ce que vous avez voulu raconter de la nécessité d'avoir un coupable ? Oui, ça c'est quelque chose que je mets parfois dans mes romans, cette nécessité que on a tous de trouver des coupables, de pouvoir avoir quelqu'un sur qui sinon se venger, du moins crier, passer sa haine, sa colère. Et parfois, tout simplement, il n'y a pas de coupable. Parfois, c'est la fatalité, parfois, c'est le hasard, parfois, c'est une coïncidence malheureuse, parfois, c'est juste un malentendu. Et c'est très difficile d'accepter l'inacceptable, d'accepter le hasard. Et donc, c'est ce que essaie de dire Nina à un moment donné à Follette. Et Follette, ça, elle ne peut pas l'accepter. Alors après, il y a évidemment une relation psychologique complexe chez Follette. C'est-à-dire que, comme vous l'avez raconté au début, sans trop spoiler le roman, mais tout semble dénoncer son père. Même si son père a bu ce soir-là, même si son père ne se souvient pas de tout, en tout cas c'est ce qu'il raconte aux policiers, il est quand même condamné à la prison et a priori c'est lui qui doit endosser ce meurtre ou cet accident, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et Follette, dans sa tête de petite fille, eh bien c'est à la fois elle va refuser de revoir son père parce que revoir son père ça signifie finalement resympathiser avec lui, reprendre des liens avec lui. Et ça, inconsciemment, elle n'en a pas envie parce qu'elle a toujours ce doute par rapport à son père. Donc, elle a ce doute-là. Et donc, comme elle ne peut pas avoir de sentiments vers son père, comme elle veut couper toute relation avec son père pour se protéger, eh bien, elle a besoin de trouver un autre coupable. Et donc, elle va se reporter sur cet éducateur. Donc, du coup, le lecteur, je pense, est confronté à dans la tête de Follette. Est-ce que c'est le père le coupable ? Est-ce que c'est cet éducateur ? Est-ce qu'il n'y a pas de coupable ? Est-ce que c'est juste un accident ? Est-ce que c'est un coupable indirect ? Et là, Follette, évidemment, en veut à tout le monde. Et ce que je trouve aussi intéressant dans cette idée de vengeance, c'est effectivement, il y a les coupables et il y a tous ceux qui auraient pu faire. Ça, c'est aussi un autre récit de vengeance. Et dans cette quête de Follette, il y a aussi, on est dans ce quartier, on est en pleine nuit, il y a des gens qui ont vu, il y a des gens qui étaient pas complètement endormis, il y a des gens qui se promenaient. Donc, qui a vu quoi, qui aurait pu intervenir, qui n'est pas intervenu, qui savait. Et ça, c'est intéressant aussi parce que dans la quête de vengeance, il y a aussi
quand il n'y a pas de coupable, il y a tous ceux qui auraient pu faire. Ophélie, vous l'avez dit, elle ne veut pas, elle ne peut pas pardonner. Elle garde en elle beaucoup de rancœur et de haine. Elle en veut à son père, on l'a dit, dont la culpabilité n'est pourtant pas avérée, et à Vidame, qu'elle tient aussi pour responsable de la mort de sa mère. Cette rancœur, cette haine, c'est ce qui l'empêche d'avancer dans sa vie et de se projeter. Qu'est-ce que vous avez voulu dire du pardon comme élément libérateur ? Sur le pardon, je pense qu'une grande partie de la psychologie d'Ophélie, c'est de ne pas pouvoir se construire tant qu'elle tant qu'elle est persuadée que son père est coupable. C'est-à-dire c'est très compliqué, et ça, je pense, c'est assez juste sur le plan de la psychologie des enfants qui ont des familles dysfonctionnelles. C'est qu'à la fois, comme Ophélie a perdu sa mère, comme Ophélie n'a plus de famille, sa grand-mère non plus, eh bien, sa seule famille, ça reste son père, mais elle ne peut pas l'aimer, elle ne peut pas lui pardonner. Et donc, et elle ne connaît pas la vérité par rapport à ça. Donc, il faut à tout prix que, pour qu'elle puisse avancer, pour qu'elle puisse tirer un trait sur ce passé, qu'il y ait quelque chose qui se produise avec son père. Soit qu'il soit complètement innocenté, soit au contraire qu'il soit un coupable définitif. Voilà. Et ça, c'est souvent le cas des enfants victimes, parfois de parents bourreaux, qui à la fois détestent leurs parents, bien entendu, et qui à la fois les aiment parce qu'ils ne peuvent pas complètement rompre. Et c'est cas très fréquent dans les foyers d'avoir des parents qui ont fait subir les pires horreurs à leurs enfants. Et pourtant, les enfants ne comprennent pas comment ils sont placés. Et si on leur laisse le choix, ils choisiront toujours d'aller retrouver leurs parents. Donc voilà, donc il y a cette relation qui est souvent très ambiguë parce qu'évidemment, ce sont ses parents et les parents, on les croit. Les parents, on a du mal à s'en séparer, même si l'on doit admettre qu'ils sont dangereux, qu'ils sont toxiques. Voilà, donc évidemment, Ophélie, elle doit se séparer de son père quelque part, et pour se séparer de son père, eh bien, elle a besoin, comme je disais, soit de trouver un autre coupable, et quelque part, oui, de pouvoir pardonner à son père, ou en tout cas de pouvoir éclaircir les choses avec son père. Tout au long du roman, Ophélie entretient une relation épistolaire avec Lazare, son ancien voisin, un homme âgé qui l'aide à retrouver les témoins du drame. Dans un courrier, il lui écrit « On ne grandit pas en laissant le passé nous tirer par les pieds. Quel regard portez-vous sur le passé et comment l'appréhendez-vous ?» Moi, je suis écrivain, donc je pense que quand on devient écrivain, il y a deux moteurs. Il y a d'abord l'envie d'écrire, de raconter des histoires, ça on l'a généralement depuis tout petit. Puis après, il y a ce qui vous arrive dans la vie, et que si vous arrive rien dans la vie, vous allez avoir du mal à être écrivain. Et donc, ce sont les fissures, ce sont les traumatismes, ce sont les histoires d'amour ratées, ce sont les drames qui peuvent être dans votre vie, qui font qu'à un moment donné, vous avez des choses à raconter dans vos histoires, même si ce sont des histoires de fiction. Et donc, je considère, en tout cas dans mon cas, qu'une grande partie du malheur qui vous arrive, peut vous aider à progresser, à avancer. Voilà, donc moi, je suis à la fois assez nostalgique et à la fois assez, positif par rapport à ça. Et je pense que la mélancolie, c'est quelque chose qui est formidable, à condition de faire de ce qui vous est arrivé parfois de pire, de vous en servir pour progresser. Alors, donc ça, je dirais, c'est ce que je dis là, c'est un peu une banalité quand même. Mais après, il y a quelque chose qu'on retrouve dans le roman que je crois aussi, c'est que on n'a pas forcément toujours besoin de la vérité. Parce que généralement, si vous allez voir un psy, si vous allez voir des adultes qui vont vous conseiller, ils vous conseilleront toujours d'affronter la vérité, de la dire, que tant qu'elle est enfouie, c'est quelque chose qui va pourrir, qui va ruminer, qui va vous faire du mal. Sans doute, puisque ce sont des professionnels et qui le pensent. Mais en tout cas, dans mes fictions ou dans la vraie vie des gens, je crois que c'est souvent très compliqué de dire toute la vérité, notamment aux gens qu'on aime, et que dans bien des cas, on vit avec des mensonges, on vit avec des tabous, on vit avec des non-dits. Et est-ce que c'est mieux, pour soigner son cœur, de vivre avec des mensonges et des non-dits, ou est-ce que c'est mieux de regarder les choses en face ? Dans la vraie vie, dans l'absolu, dans l'idéal et dans ce que dirait un psy, bien entendu, c'est toujours mieux d'affronter la réalité, de dire les choses, etc. Mais dans la réalité concrète des choses, moi, je crois que c'est fondamentalement impossible. Et plusieurs de mes romans, dont celui-ci, finalement, leur morale, c'est quand même une morale qui est
après tout, c'est pas si grave le mensonge. Après tout, on n'est pas toujours dupe. Après tout, on sait que ça n'est pas vrai. On sait que l'histoire qu'on se raconte, c'est pas la bonne. Tout le monde le sait, on ne le dit pas, et on vit avec. Et parfois, je crois que la vérité vraiment peut faire plus de mal que le silence tacite. C'est mon côté corse. Mais justement, le roman, c'est aussi un livre sur le souvenir et la façon dont on regarde les choses, dont on s'en souvient. Sauf qu'il a été démontré que les souvenirs peuvent être construits de toutes pièces, que les sensations propres à chacun déforment la réalité du souvenir, et ce, même juste après l'événement. Voilà, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez voulu raconter du souvenir et de la perception des événements. C'est exactement ça. C'est qu'effectivement, ça revient dans quelques-uns de mes romans quand même. Assez souvent, cette idée qu'il y a une scène et que cette scène, finalement, on en a une vision, des souvenirs qui peuvent être assez précis. Puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que d'autres ont d'autres souvenirs et que cette vérité, on l'a complètement reconstruite et que finalement, on vit avec cette vérité. Parfois, plusieurs personnes vont vivre avec des vérités parallèles. Enfin, moi, c'est quelque chose je pense qu'on a plus ou moins tous constaté. Parfois, voilà, quand on se replonge dans des souvenirs familiaux ou autres, entre frères et sœurs ou entre amis, eh bien, on n'a pas du tout le même regard quelques années après sur ces souvenirs. Certains vont avoir un souvenir extrêmement positif, d'autres non. Enfin, voilà. Donc c'est effectivement, on se construit avec ces vérités parallèles et je trouve ça finalement très bien parce qu'il n'y a pas une vérité. C'est peut-être mon côté scientifique où j'ai été longtemps chercheur CNRS en sciences sociales et le grand truc c'est de se dire voilà on adopte un point de vue mais il n'y a pas une vérité absolue en soi et donc on adopte un point de vue et donc là aussi c'est l'idée que le point de vue de Follett en est un, et qu'il va y avoir d'autres points de vue qui peuvent s'affronter, qui ont tout autant quelque part de réalité. Mon cœur a déménagé, vous le disiez, fait référence à la chanson de France Gall, Si maman si. Dans un des couplets, elle chante « Et le temps défile comme un train, et moi je suis à la fenêtre, je suis si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître ». Est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup du personnage d'Ophélie dans ses paroles ? Oui, beaucoup, et merci de le rappeler, parce qu'en fait, je n'avais pas forcément repris toutes les paroles pour pas faire quelque chose qui soit un petit peu trop appuyé sur les références à cette chanson, mais c'est vrai qu'à un moment donné, Ophélie prend le train très clairement et j'aurais presque pu citer ces paroles dans le roman. Oui, il y a cette idée du train qui passe très vite et du bonheur qu'on va appuyer. Après, dans ce roman, c'est un polar, c'est une histoire de vengeance, c'est aussi une histoire d'amour. Dans mes romans, j'aime bien avoir des fins qui soient des fins un peu en clair-obscur ou un peu amères et un peu sucrées quand même. Donc je laisse, j'espère, la fin ouverte. Donc on ne sait pas vraiment si Ophélie va se reconstruire. Et, a priori, dans un premier temps, pas forcément, mais finalement, je laisse une petite ouverture vers ce qui pourrait être son histoire d'amour. Donc voilà, mais après, dans mes romans, voilà, il y a toujours un petit peu ça. C'est vrai que je ne peux pas dire que mes romans soient de vrais feel-good. D'un autre côté, ce ne sont pas non plus des polars avec des tueurs en série et une vision extrêmement noire du monde. Donc il y a toujours quelque chose qui est un peu entre deux, mais qui correspond souvent je pense, à la vie des gens ou à nos vies. C'est-à-dire que c'est assez difficile de déterminer si on est heureux ou si on n'est pas heureux, ou si on est complètement heureux ou si on est complètement malheureux. On est souvent dans une espèce d'entre-deux et c'est ce que j'essaye de mettre dans mes romans. Pour finir, 2 questions. Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre et qui serait pas Si maman si ? Alors, évidemment, de Follett. Alors là, il faut que je réfléchisse. Ou du livre, de manière générale, ou du livre, de cette histoire. Alors moi, il y a un petit bout de chanson qui pourrait effectivement former un titre. Les premières paroles, ça serait « Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux ?» ou « Puisque j'en ai les larmes aux yeux ». Après, on peut le travailler un petit peu. C'est de qui ? Alors.
Puisque commence- j'en ai Alors, les je pense que c'est larmes aux yeux. plutôt Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Ah, je sais pas, je l'ai pas. Alors c'est Caravane de Raphaël. D'accord. Et ça commence comme ça. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Est-ce que non? Voilà. Et je trouve que ça c'est joli parce qu'il y a, enfin la chanson est jolie et puis voilà, il y a quelque chose qui est tout de suite à la fois assez triste et à la fois comment dire, assez lyrique aussi. Donc voilà. Donc pourquoi pas effectivement Caravane. commencer par cette chanson-là. Et enfin, un titre de livre qui vous a marqué. Ah, un sol, c'est terrible un sol. On peut en dire plusieurs, il n'y a pas de problème. Ah, on peut en dire plusieurs quand même. Non, je le cite souvent, mais pour comment dire, pour présenter Follette, je pense que c'est important. Moi, je cite souvent les romans de Sébastien Japrisot et j'ai parlé de L'été meurtrier. Il y en a d'autres. J'ai souvent cité Un long dimanche de fiançailles, par exemple. Mais on va rester sur L'été meurtrier parce que ça fait partie vraiment des romans que j'ai lus dans mon adolescence et qui m'ont donné envie d'écrire ou qui m'ont, en tout cas, orienté vers les romans que j'avais envie d'écrire, qui étaient en fait ce type de romans très romanesques, qui sont avant tout des romans policiers, mais des romans policiers où il n'y a pas de policier, où l'héroïne, enfin le héros est souvent une héroïne, où on est effectivement dans quelque chose qui est très romanesque, très bien écrit dans le cas de Sébastien Japrisot, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'innovation dans la forme. Par exemple, L'été meurtrier, je pense à ma connaissance, un des premiers romans choral. En tout cas, c'est un roman où chaque chapitre est raconté par une personne différente. Et donc, comme ça, on multiplie les points de vue. C'est un roman sur le mensonge, c'est un roman sur, sur une vraie étude de mœurs. Bon, donc voilà, j'aime beaucoup ce roman. Et puis en plus, c'est un roman qui est extrêmement astucieux avec beaucoup de rebondissements. Et en plus, il parle d'une vengeance. Donc voilà. Donc, ce qui est formidable, notamment pour les romans de Sébastien Japrisot, c'est que la plupart ont fait l'objet de très belles adaptations au cinéma, comme L'été meurtrier, Piège pour Cendrillon, Un long dimanche de fiançailles ou d'autres. Et voilà. Donc, moi, je ne peux que espérer que j'ai eu beaucoup de mes romans qui ont été adaptés en série, pas encore au cinéma. Donc voilà. Donc, ça serait formidable que ça devienne aussi, ou pourquoi pas, un film. Merci beaucoup, Michel Bussy, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que votre roman Mon cœur a déménagé est publié aux Presses de la Cité. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Au revoir. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.